Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi? Très très bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'À la base de la donnée. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Loïc Lefebvre, Product Manager chez Oracle au niveau de la base de données. On va discuter de son rôle au sein de l'équipe et de ses activités. Bonjour Luc. Bonjour à tous, ça va? Très bien, et toi ? Très très bien. Écoute, ce qui serait bien, ça serait déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, que tu puisses te présenter ce que tu fais, quel est ton rôle, ton parcours. Je travaille, comme vous l'avez dit, chez Oracle dans le product management. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui compte à peu près 300 collègues qui sont répartis géographiquement partout dans le monde. Donc, moi, je suis basé en France. Non, je suis plus à Paris, je suis à Tours. Et mon parcours, en fait, il est assez particulier parce qu'en fait, je viens du monde du développement et j'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais tout petit, on va dire aux alentours de 8 ans et depuis ça ne m'a pas quitté, en fait. Donc ça a toujours été, en ce que j'avais en tête, faire du développement et puis de fil en aiguille, en fait, de mon parcours professionnel, j'ai été très vite amené à travailler avec des bases de données, prédisposé pas forcément à ce domaine, parce que j'étais pas forcément hyper bon là-dessus, durant mes études, on va dire. Et puis en fait, le développement, c'est venu tout simplement parce que, bah, je suis hyper curieux en fait. J'adore, enfin tout ce qui est, attrait aux ordinateurs, à la programmation. Et puis, donc en fait, j'ai fait des études, hein, autour de l'informatique. Et puis ensuite, je suis allé très rapidement faire un stage à Paris, où j'ai rejoint une start-up. J'étais ce qu'on appelle un full stack développeur. Ça n'existait pas encore, hein, ce terme-là, mais voilà, c'était vraiment le développement de bout en bout, du CSS jusqu'au SQL, j'ai envie de dire. Et, et petite particularité, ce n'est que 2 ans après avoir travaillé dans cette équipe que mon chef de projet m'a fait découvrir la notion d'index. Donc je lui en veux encore, parce que ça 2 aurait ans pu après, m'aider avant. effectivement. Et puis, bon, cette startup a eu un peu des hauts et des bas, durant l'époque de la bulle internet. Du coup, je suis parti, j'ai rejoint le monde du consulting, on va dire. Du coup, j'ai été, faire diverses missions et j'ai eu la chance de travailler chez BNP Paribas sur, les aspects plutôt, comptabilité au début. Et puis, c'est là que j'ai rencontré, en fait, que j'ai dû travailler, avec, une DBA études, pendant 6 mois et ça a été, très intense. C'est là où j'ai vraiment découvert, j'avais travaillé sur Sybase avant et là, j'ai découvert Oracle et ça ne m'a pas lâché depuis parce que j'ai adoré ces 6 mois que j'ai passé à faire à la fois du Java, en fait, sur l'application et à découvrir Oracle et toutes ses subtilités, la notion de statistique, par exemple, qui a fait un énorme écho avec mon parcours, initialement, orienté mathématiques. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir cette double compétence, à la fois programmation plus back-end et DBA, hein, DBA études. Et puis ensuite, bah, j'ai continué sur une autre mission, plus côté back office pour les marchés financiers. Donc là, c'était pareil, une sacrée expérience avec refonte d'applications qui initialement travaillaient sur du mainframe. Donc partir sur de l'Open, du Java et de l'Oracle aussi. Là, j'étais dans l'équipe pareil, de DBA études et à travailler toujours pareil avec des développeurs
Java et dans l'équipe à faire beaucoup de SQL et de PLSQL. Et puis après, aux alentours des années 2011 à peu près, j'avais fait un peu le tour du projet, puis de cette entité en fait. Et j'ai eu une opportunité pour rejoindre les équipes d'Oracle France donc, dans l'équipe d'avant-vente. Et donc, bah, j'ai pas trop hésité longtemps, hein. Mhm. Et puis en fait, je continue de m'occuper de BNP Paribas comme compte. Là, ça a été, j'ai découvert un monde parce que les fournisseurs de logiciels, autant je les côtoyais, plus la partie commerciale et avant-vente déjà un petit peu. Et là, j'étais de l'autre côté du rideau et c'était une révélation, j'ai envie de dire. Vraiment l'impression de commencer à être un peu à sa place, professionnellement parlant, j'entends. Et puis et découvrir des choses, d'apprendre des choses tous les jours, quoi. Ça, c'était vraiment le créneau. Ça a duré jusque donc de 2012 à peu près à 2019, pendant 7 ans. Et pendant cette période-là, eh bien, j'ai eu la bonne idée d'en atteindre, de travailler énormément avec les sachants techniques, j'ai envie de dire, donc les product managers pour le coup. Mhm. Donc je les embêtais beaucoup. Je leur écrivais plein de mails tout le temps sur plein de sujets. En plus, je devais m'occuper de BNP Paribas, donc le nombre de sujets était plutôt conséquent, j'ai envie de dire. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai eu, une proposition pour rejoindre leurs équipes. Voilà. Et donc je suis, passé product manager, en juin 2019. Donc ça va bientôt faire 6 ans. Ok. C'est un, c'est un beau parcours. Puis ce que je retiens de ton parcours, ben, plusieurs choses, mais la première chose, c'est que ça a pris 2 ans avant que tu connaisses la notion d'index. Oui, ça, mais voilà, Ah, no comment. donc aussi, tu disais que tu es toujours une personne curieuse et je pense que ça prend ce côté-là de curiosité dans notre domaine pour vouloir en savoir davantage. Ça prend ce côté-là pour nous motiver à aller plus loin, puis aller explorer, aller tester, aller s'amuser. Donc, ce côté-là, je pense qu'il est commun euh, entre nous. Je pense qu'on a ce côté-là de curiosité qui nous permet d'être motivés. Donc ça, je pense Tout à ça nous fait, ouais. rejoint énormément, là, tu sais. Le fait que tu étais à la base développeur, maintenant PM du côté BD, tu as toujours cette vision-là en tant que développeur, qu'est-ce que j'aimerais et comment ça fonctionne aujourd'hui du côté BD. Donc, je pense que tu as un profil parfait pour faire évoluer la BD pour répondre aux besoins des développeurs. Tu sais, la BD, oui, c'était à la base un endroit où on stockait la data, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, là. Il y a un côté aussi, comment on peut faire pour faciliter le développement, puis tu as un profil parfait pour amener ces améliorations-là ou les idées pour ces améliorations-là. Eh bien, c'est exactement le cœur de mon sujet aujourd'hui. Donc je suis dans une équipe qui travaille essentiellement sur, l'expérience du développement, en fait, lorsqu'on travaille avec une base Oracle et c'est, exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce rôle que je disais un peu particulier, c'est, j'ai pas beaucoup de collègues qui font du développement à proprement parler. Ils font des exemples, Mhm. on se sert par exemple des spécifications fonctionnelles où il y a des exemples, donc on va les reprendre tout ça. C'est souvent pour ça aussi qu'on voit les mêmes, hein, parce que voilà, on n'invente pas trop. Mais dans notre équipe, donc mon chef, c'est Gérald Wenzel, assez connu aussi dans la communauté et on aime vraiment, pousser les limites, en fait. Je pense que c'est ça notre fer de lance, c'est, on se contente jamais de ce qu'on a et on en veut toujours plus pour justement faciliter le développement applicatif, faciliter la découverte, de ce moteur qui peut sembler complexe, mais en fait, on essaie de faire en sorte de simplifier énormément les choses. C'est pour ça que, par exemple, en 23i, vous avez énormément de choses côté SQL pour justement faciliter, et être beaucoup plus productif. Et cette notion de développement, c'est vraiment c'est ce qui, nous anime, en fait, parce que, dès qu'on va découvrir, des nouveaux usages, des nouveaux, problèmes aussi. Ça, on est très, très friand des retours de: Ça marche pas». «Ah, pourquoi ça marche pas?» «Très bien, ben, on va regarder de notre côté, c'est peut-être un bug ou c'est peut-être, quelque chose qui nous manque ou alors voilà,
un use case particulier qu'on n'avait pas vu et qui serait bon d'intégrer parce que ça peut faire du sens. L'autre aspect sur la curiosité, c'est aussi toujours de se dire, et c'est là où moi j'adore en fait l'univers côté base de données Oracle, hein, c'est de se dire on a une fonctionnalité A, on a une fonctionnalité B, et qu'est-ce qui se passe en fait quand je mets A plus B? Et souvent, ça donne lieu à des choses, des réflexions de se dire: «Ah mais ça marche», ou des fois ça marche pas alors que ça le devrait, donc là, bon, on retourne voir les développeurs. Mais quand ça marche et qu'on a une troisième possibilité, c'est là où ça devient vraiment, hyper intéressant parce que je dis A plus B, bien sûr, c'est A plus B plus C plus D et là, ça fait un voilà, ça en termes de développement, ce que j'aime à croire, c'est que, on est vraiment là, en tout cas dans cette équipe-là, pour retirer le maximum de barrières pour permettre, voilà, pour tirer toutes les limites aux développeurs et qu'ils soient libres d'inventer, de créer. Et là, je veux rassurer tout le monde avec nous aujourd'hui. On passera pas les 300 nouveaux features de la BD 23 AI. Là, c'est pas l'objectif. Merci. C'est pas notre objectif du tout, du tout. Non, non, non. Non, il y a assez, il y a quelque chose moi qui m'a frappé, c'est que sur les dernières versions, et j'imagine que votre équipe y est aussi pour quelque chose, c'est toutes ces limitations qui ont été presque abolies, je dirais, en termes d'accessibilité sur les bases de données. On peut les télécharger facilement. Il y a des images Docker, il y a tout ça qui est fait pour justement faire en sorte que nous, en tant que développeurs, on puisse monter des environnements facilement, on soit capable de lancer une instance, de faire des tests, de la supprimer, de la recréer. Et je pense que ça fait aussi partie de tes casquettes, j'imagine. Exactement, en fait. Avec Gérald, on s'est vraiment donné un challenge. Donc, alors ça dépend, hein, on le fait pas tout le temps, mais c'est vraiment quand on a un peu de temps. Se donner un challenge pour se dire bon, par exemple là, l'image Docker, elle fait 1 giga. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle fasse 800 mégas? Ou alors là, j'arrive à déployer. Enfin, il y a eu plein de discussions comme ça, très intéressantes entre lui et moi, puis tous les développeurs derrière qui ont relevé les challenges qu'on leur posait. Mais je me souviens par exemple la première remarque que j'avais faite, c'était juste avant que la 23C, que la 23C ou la 19, oh, je sais plus, ou peut-être la 21. Bref, je crois qu'il y avait, ça doit être juste avant la sortie de la 21. Et puis là, je fais à Gérald, écoute, ça m'énerve quand j'éteins la base et que je la redémarre pour faire des tests, ou quand je prends 30 secondes, ça prend 40 secondes, j'en peux plus. Et puis là, il me fait, et on était à genre, mais 1 ou 2 mois de la release de la 21, je crois que c'était la 21C. Et puis là, il me fait, ah ouais, non, mais c'est vrai. Puis en plus, quand on crée une PDB, c'est beaucoup plus rapide, il doit y avoir quelque chose. Donc là, hop, il discute avec les développeurs, tout ça. Et puis, juste au moment de la release, il me fait, t'as testé? 3 secondes. Là, je lui dis, bah merci Gérald. Et on a dû attendre, voilà, que pour par exemple des pipelines de CI/CD, ça soit extrêmement ennuyeux, ou alors sur tout ce qui est notion Docker aussi. Docker, Gérald a commencé un énorme travail. Enfin, il a abattu des choses mais monstrueuses. Et puis, et toujours un petit peu, voilà, voulant un peu pousser le bouchon, je me suis fait bon. Une fois, je me suis pris une semaine et puis j'ai regardé et puis j'ai fait bon. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et c'était à l'époque où lorsqu'on téléchargeait l'image, je crois qu'il y avait qu'un seul, je sais même plus comment ça se passe, qu'un seul layer. Et du coup, ça prenait un temps, fou. Et puis j'ai fait la découverte où je me dis: «Bah, tiens, et qu'est-ce qui se passe si je mets plusieurs layers?» Et là, révélation. Parce que le téléchargement pouvait se faire, je crois, minimum 3 en parallèle, c'est configurable. Du coup, maintenant, c'est multilayer, c'est beaucoup plus rapide. Il y a eu aussi l'aspect, compression. Donc la compression, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'avant, je crois que c'était qu'on utilisait Zip, et puis Mhm. j'ai découvert 7zip en Mhm. self-extract. Et donc maintenant, on se sert de ça pour compresser les data files des PDB. Donc voilà, c'est un bon compromis entre parallélisme, parce que quand on unzip, c'est monothreadé, alors que 7zip, c'est multithreadé. Donc plus on a Ouais. de CPU, plus ça va vite pour démarrer. Donc voilà, tout ça, ouais, c'est Mais des beaux tu souvenirs. sais, Louis apporte un bon point. Tu sais, je me souviens, moi, à l'époque où lorsqu'un développeur avait besoin d'une BD Oracle pour n'importe quelle raison, c'était toujours long. Tu sais, là, c'était toujours long de la rendre disponible et tout ça. Et aujourd'hui, je pense que l'avenue du cloud a fait en sorte d'améliorer tout ce processus-là de provisionnement ou de mise à la disposition d'un environnement. Puis en même temps, mais ça permet aussi
à tout le monde qui veut explorer, tout le monde qui veut tester ou qui veut s'amuser, de facilement avoir un environnement. Tu vois, ceux qui connaissent un petit peu Docker sont capables de rapidement, localement, avoir un environnement pour eux. Ceux qui sont sur OCI, ben, c'est encore mieux. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir leur compte OCI. Mais donc ça a permis aussi de mettre à la disposition rapidement ces environnements-là et à un peu tout le monde d'explorer, puis à un peu tout le monde de découvrir ce que Oracle offre. Puis où ce que je veux en venir, c'est un peu la communauté aussi. Tu sais, comme tu le sais, on participe beaucoup à la communauté. Puis j'ai l'impression que ça permet à la communauté aussi de pouvoir facilement embarquer, facilement commenter, arriver avec des idées. Je sais pas si toi, Loïc, vous avez un canal un petit peu de communication avec la communauté pour justement les écouter, là. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs canaux. Il n'y a pas forcément de. Enfin, il n'y a pas de mailing list, par exemple. Les canaux auxquels je pense, il y a par exemple le forum. Là, actuellement, je suis sur un gros projet. Je suis plus trop ça, mais je sais que Martin, par exemple, Martin Barr en Allemagne, lui, le suit, puis Chris Saxon aussi. Mais il y a le forum, en fait, avec le support de la version free 23 AI free. Il y a tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn et sur Blue Sky. J'étais sur Twitter avant, mais voilà, ou X, et pour certaines raisons, j'ai fermé mon compte. Enfin, j'ai pas fermé, j'ai laissé, mais j'ai plus, j'en sers plus. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme ça. On a aussi tous les événements qu'on peut avoir, qu'on met au travers de, par exemple, des sessions Ask Tom, mais il n'y a pas effectivement de canal dédié. Le message que j'aurais envie de donner, c'est ne soyez pas euh, comment dire, ayez l'audace de nous contacter, de nous dire que quand les choses ne vont pas, et somme toute quand c'est constructif, hein, et quand c'est dans notre domaine, c'est-à-dire technique. Mais voilà, on est toujours preneur de, bah, il y a quelque chose qui marche pas, et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je donne un exemple sur les réseaux sociaux, je vois passer de temps en temps des messages de Jonathan Lewis, où il vient parler à très juste titre bah, des découvertes qu'il fait. Puis j'adore son blog, il est extrêmement complet, très pragmatique. Puis souvent, ce qu'il dit, c'est toujours vérifié. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Et donc là, par exemple, bah, je sais plus, il y a quelques mois, il mettait un cas qui s'avérait être un bug pour le coup. J'en parle aux développeurs et puis là, c'est résolu. Donc ça va bientôt être corrigé dans une prochaine release. Et c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Et donc de dire, quel que soit le profil, et surtout les développeurs qui débutent, c'est ça que nous, on est très intéressés, les étudiants, tout ça, et qui nous fassent des retours sur pourquoi est-ce que ça a été difficile, par exemple, d'installer une base. Pourquoi ça a été difficile de démarrer avec une base. Tout à l'heure, on citait Docker, mais il y a aussi LiveSQL, Mhm. le site qui a été complètement refondu par les équipes de Chris Rice et qui aujourd'hui, bah, on peut faire du SQL avec un schéma mis à dispo dans différentes versions de bases de données et sans avoir besoin de se créer de compte. Donc, tout ça, ça participe effectivement à retirer les barrières, à faciliter la découverte et puis ensuite bah, pouvoir tester. Donc là, il y a aussi les aspects, les Live Labs par exemple, qui existent depuis pas mal de temps maintenant, qui ont un certain succès, qui couvrent une certaine partie, surtout cloud, j'ai envie de dire, mais qui sont hyper intéressants sur les aspects quand même base de données, Apex, ORDS aussi, et qui permettent justement aussi, bah, pareil, de découvrir. Ça reste très complexe, je le reconnais, hein. Ce qui fait la force et la difficulté d'une base de données convergée comme Oracle, c'est qu'en fait, on peut toucher à tout un tas de sujets et parfois, c'est difficile, sauf si moi, ce que j'adore, c'est d'avoir un cas d'usage très, très, très particulier. Sinon, on peut vraiment bah, se dire, tiens, bah, j'ai envie de faire un peu de spatial. Et puis, ah tiens, il y a un lien vers du JSON. Tiens, ça a l'air intéressant. Et puis, ça fait du XML aussi. Donc, non, il faut vraiment avoir. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est vraiment quand on vient avec un cas d'usage ou avec un petit challenge. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je charge en REST un fichier JSON dans une collection? Et là, en fait, c'est là où on se dit, très bien, bah, on regarde la doc, pareil, la doc qui s'améliore, hein. Et côté moteur de recherche, moi, je sais que, par exemple, c'est Dominique Giles qui aujourd'hui est en charge de la gestion de la documentation, côté base de données, et que bah, je lui retourne très souvent, voilà, le moteur de recherche, la barre de recherche, pour moi, elle ne me satisfait pas encore pleinement aujourd'hui. Elle n'est pas forcément idéale, et du coup, je téléchargeais PDF encore. Mais bon, ça c'est C'est un autre mieux que sujet. ça n'a été, mais c'est pas encore, c'est pas encore parfait. Il y a quelque chose qui a été. Ça,
Normalement, ça devrait arriver quand même. Il y a des choses autour de tout ce qui est forcément J'imagine intelligence que artificielle et tout ça. J'imagine que l'IA, justement, l'IA va améliorer ou faciliter, je pense, l'accès à cette information-là, j'imagine. C'est en cours, ouais. Il y a quelque chose qui a été grandement amélioré, par contre, c'est les informations sur les erreurs. Ça, par contre, ça change la vie quand on travaille avec des bases Oracle maintenant, où on a une information claire de ce qui se passe et plus un message d'erreur avec un code obscur dans lequel on doit aller chercher la référence. Ça, j'avoue que pour travailler tous les jours avec des bases Oracle, c'est quand même génial. Je sais pas qui est responsable de ça, mais merci. J'imagine Alors, plusieurs personnes, mais merci. ça vient initialement de Gérald. Ok. Alors Gérald n'est pas que, hein, parce qu'il y a toute la chaîne en fait de management. Au-dessus de lui aussi, il y a des personnes qui sont très très sensibles au plus haut point. Aujourd'hui, Ron Loiza, qui est juste sous Larry Ellison, en fait, est extrêmement intéressé par tous ces retours pareils autour du développement, autour voilà, des problématiques. Pourquoi est-ce qu'Oracle n'est pas utilisé sur tel projet? Pourquoi est-ce que on l'a délaissé potentiellement? Ou pourquoi on l'a utilisé aussi? Ça peut être intéressant, mais surtout, voilà, pourquoi on l'a pas utilisé? Et Gérald, je me souviens, ça a commencé il y a plusieurs années, hein, 2-3 ans, facile. Et en fait, on est parti effectivement du constat qu'aujourd'hui, enfin qu'à l'époque, les erreurs n'étaient pas forcément explicites. On était toujours en train de chercher, ok, il y a un problème sur telle requête, c'est quoi le nom de la colonne? C'était l'enfer. Et donc là, ça s'est amélioré. Par contre, ça a été, vous l'imaginez sans doute pas, mais ça a été un challenge énorme pour nos développeurs de changer leurs pratiques, de fournir du contexte, de se dire, alors on a énormément de développeurs qui sont vraiment focalisés sur les perfs, hein, quand ils développent, économiser le plus de mémoire possible, etc. Enfin, c'est des aspects enfin, très intéressants. Mais quand on fait de la gestion d'erreurs, bon, bah, il n'y a plus de notion de perf, en fait. Plus nécessairement. Et du coup, c'est là où il a fallu qu'ils changent un petit peu l'état d'esprit pour aller chercher vraiment toutes les informations pour faire en sorte que les messages soient bien plus complets. Et juste pour donner un petit peu un ordre d'idée de ce que ça implique, mais par exemple, l'erreur numéro 1 d'Oracle, fallait la gérer dans des milliers de fichiers. Et donc, c'était des mois, juste pour pouvoir s'assurer que le changement n'avait pas tout cassé, en fait. Plus la régression, la non-régression qui tournait derrière. Donc ouais, non, c'était un vrai projet. Aujourd'hui, on s'était concentré sur les 50 premiers messages d'erreur, où c'était basé sur l'API ouverte de Stack Overflow pour trouver justement le top 50. Et là, on est en train de travailler sur le top 100. Voilà, donc ça continue et des erreurs, on en a pas mal, hein, des numéros d'erreurs. Oui, je serais curieux de savoir la quantité ou le nombre total de aura-machin, mais il y en a beaucoup. Elles sont documentées, hein, elles sont sur le site. Il y a un nouveau portail aussi là-dessus. Il y a un portail, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont explicites maintenant au runtime ou quand on rencontre l'erreur, mais il y a aussi un portail qui est bien mieux fait pour aller rechercher exactement à quoi correspond telle erreur. Donc ça, c'est génial. Moi, j'avais une anecdote qui m'avait marqué c'était il y a environ 2 ans, quelque chose comme ça, où j'avais un peu découvert comme ça. C'était à l'époque où il y avait un challenge qui tournait sur les réseaux du 1 billion row challenge. Je sais pas si tu te souviens de ça, Loïc, mais à cette époque-là, l'idée, c'était de charger un fichier CSV, il me semble, hein, avec un billion de rows à l'intérieur. Et donc, il y a Gérald qui avait fait tout un post là-dessus sur comment le faire de manière rapide avec une base Oracle, etc. Et t'étais arrivé, je pense, une semaine après ou quelque chose comme ça, avec une solution qui améliorait encore plus les choses. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien discuter avec Loïc. Il a l'air intéressant, Ouais, mais monsieur. toujours sur. Dans le sujet, il m'a vraiment. Alors, comme étant en plus développeur Java, ça m'a hautement intéressé. Malheureusement, je crois que c'est arrivé pendant les congés de Noël et là, c'était juste impossible. Je pouvais pas. Ça m'a pas empêché durant le mois de janvier de regarder un petit peu. Et puis je me doutais de toute façon qu'en interne, il y allait y avoir quelqu'un qui allait regarder. Bon, ça a été Gérald, donc c'était aussi bien. Moi, j'ai regardé plusieurs aspects là-dessus. Et l'un de ceux dont on n'a pas forcément discuté, mais qui m'a permis de découvrir pareil, un aspect de la base Oracle que j'avais absolument pas encore eu le temps d'apprécier, c'est la notion de cartridge. Je sais pas si ça vous parle. Non. Moi, non. Et, et en fait, on s'en sert par exemple sur tout ce qui est OML for Python, for R.
Ok. Et c'est cette capacité, en fait, qu'à la base, à se dire, je peux déployer du code dans des librairies utilisateurs, donc des DLL ou des points SO, et l'exécuter dans un contexte sécurisé, c'est-à-dire pas dans le même namespace que le code applicatif du moteur, et cependant avoir cette interface pour pouvoir discuter. Et je m'étais amusé justement à reprendre l'implémentation, et ça fonctionnait, hein. Je suis pas allé plus loin, j'ai pas publié de post là-dessus parce que je crois qu'il me manquait peut-être un ou deux trucs, mais en fait j'avais pris la solution côté GraalVM, j'avais transformé en librairie partagée, donc je travaillais sous Windows donc en DLL, et ensuite j'avais créé via cette notion de cartridge donc l'intégration avec la base Oracle, ce qui fait que je pouvais utiliser le moteur du 1 billion euro pour pouvoir compter ou charger des données dans une base Oracle à la vitesse du challenge. Qui était impressionnante à Qui l'époque. était impressionnant, ouais. Et qui l'est toujours, mais et voilà, donc ça c'est juste une petite anecdote, mais c'est pour dire en fait que peut-être que ça sera facilité un jour, ça. Je comprends aussi, là, que j'aurais pas pu dire à ma conjointe que je participerais pas au temps des fêtes parce que j'ai un challenge à faire. Donc je pense que c'était sage de repousser plus tard ce défi-là. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est cette richesse qu'il y a dans l'écosystème Oracle maintenant sur la base de données. On est sur une base de données qui gère des données relationnelles parce que ça l'a toujours fait, mais on est capable de gérer du JSON, du XML, du spatial, du graph. Et parfois, c'est des choses que les gens ne savent pas, en fait, cette vraie stratégie au niveau d'Oracle d'avoir un seul moteur qui permet de gérer tous ces types de données. C'est un vrai combat. J'ai pas Est-ce envie de dire que, que c'est mon combat, mais c'est est-ce un que vrai combat. Loïc, selon toi, c'est un grand élément qui fait la différence avec les autres joueurs, tu penses, le fait qu'on peut avoir une seule source de données ou qu'on peut retrouver différents formats? Est-ce que dans l'industrie, puis je connais pas toutes les différentes options, là, mais est-ce que dans l'industrie, il y a des joueurs qui semblent aller vers cette direction-là aussi? Il y en a, hein, c'est pas quelque chose qui va être propre à Oracle, même si on a une certaine, Longueur d'avance? j'aurais pas dit longueur d'avance, j'ai pas non plus, enfin, oui, mais non, c'est pas mon propos. Non, mais on est, alors, du coup, notre équipe, pour le coup, et en tout cas moi, Gérald, et puis pas mal de product managers, on est très sensible sur cet aspect, très sensible, et j'ai expliqué pourquoi, en fait, c'est important pour les utilisateurs. Non, il n'y a pas que Oracle qui le fait. Je peux citer Postgres. En fait, dès qu'on va avoir un moteur historiquement relationnel qui a plusieurs types de données, on va dire qu'on va les ranger dans cette catégorie-là. À contrario, j'ai envie de dire des moteurs NoSQL qui vont, pour le coup, être assez vraiment monomodèles. Quoi qu'on en dise, hein, si on prend par exemple MongoDB qui se dit faire du graph, pourquoi pas, mais derrière, ça reste du JSON qui est persisté. Côté base de données relationnelle, j'ai envie de dire aujourd'hui, elles le font quasiment toutes. Même si c'est que de modèles, que je sais pas moi, ne serait-ce que du JSON qui est pour le coup relativement relative. Aujourd'hui, je crois même qu'il y a SQL Server 2025 qui vient d'annoncer le support de JSON binaire. DB2, je suis pas sûr s'ils le font en stockage binaire, mais ils doivent supporter du JSON. Enfin voilà quoi, aujourd'hui, ils le font. Là où nous, on va être très, très, très pragmatique, c'est sur le côté intégration et de faire en sorte qu'on va vouloir que toutes les features finalement du moteur relationnel qu'on connaît soient applicables sur tous ces modèles. Mhm. Dit autrement, le travail fourni en fait par nos équipes de dev, c'est de s'assurer que j'apporte par exemple le nouveau type vecteur, très bien, eh bien Golden Gate va le supporter. Et DataGuard, et Active DataGuard, et Herman, et export-import, DataPump, et créer des vues matérialisées dessus, et faire des queries parallèles, et de gérer les transactions correctement, etc., etc. Ça a l'air de rien, mais c'est un vrai boulot. Et par exemple, l'arrivée du type natif JSON, ça a impacté toutes les équipes. Le booléen, pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé en 23i avec plutôt les domaines, pour justement adresser ce genre de problématique, plutôt que
que de se dire, tiens, bah, par exemple, demain, on va rajouter le type range et c'est reparti. Donc là, on retouche à toutes les couches et c'est des investissements, mais monstrueux hein, en termes de coûts. Je peux imaginer parce que on peut, pour nous, que s'imaginer la grosseur et la complexité du moteur relationnel et de savoir que toutes les nouvelles fonctionnalités doivent s'appliquer aussi à tout le reste, là, tu sais. Puis, par expérience, rien n'est plus frustrant que de vouloir faire un truc un peu différemment et se rendre compte que c'est pas possible ou c'est pas supporté. Donc, j'aime cette approche-là de dire, OK, c'est cool, mais il faut qu'on s'assure que ça s'applique sur Ouais. tout. Et Pas c'est de laisser un outil qui fonctionne pas de la même manière parce que tu sais, c'est important de s'assurer que les gens vont pouvoir l'utiliser au maximum, là, tu sais, là, le plus efficacement possible. non, je suis bien d'accord. Et moi, mon quotidien, c'est de faire du test d'intégration, en fait, et de se dire, bah, très bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends du JSON et puis bah, je vais essayer de le partitionner. Et si ça marche pas, eh bien, je retourne voir les équipes de dev, je leur dis, bah, ça marche pas. Ou alors de prendre une feature. Je me souviens, par exemple, on a eu pas mal de cas comme ça, des couacs, j'ai envie de dire, qu'on a corrigé avec le temps, mais qui, sur le coup, sont un peu frustrants, hein. Par exemple, en 19C, on a sorti les même Optimized for Write tables. Donc, voilà, un cas d'usage sur du chargement massif pour de l'IoT extrêmement rapide, hein. Mhm. Et c'était à l'époque un peu du cloud Autonomous Database. Et puis bah, là, première tentative sur une Autonomous Database, ah, bah, c'est pas compatible avec des tablespace chiffrés. Mm. Donc en fait, on prend la feature, puis on dit bah, très bien, bah, elle sera dispo en 21C et pas avant, quoi. Donc c'est bien dommage. Il y a aussi tout ce qui était external table avec hybrid partitioning sur de l'object storage. Séparément, les features, elles marchent, mais ensemble, elles marchent pas. Mm. Ce qui rend le cas d'usage inutilisable. Mais bon, maintenant, pour le coup, c'est corrigé. Et c'est là où on va faire la différence. On va faire la différence par rapport à d'autres. Par rapport à des bases de données commerciales ou open source, parce que c'est vraiment cet effort de se dire, la nouvelle fonctionnalité là, je veux qu'elle fonctionne avec tout. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui les travails fournis pour intégrer, par exemple, tout ce qui est AI Vector Search aujourd'hui, c'est essentiellement voilà, ce qui fait bouger les équipes, enfin, un gros morceau des équipes de dev. Et quand je disais en termes d'intégration, contrairement à d'autres, pour le coup, on a des choses un peu plus compliquées parce que en plus de ça, on a des infrastructures spécialisées. Et donc, il faut que ça soit supporté jusque dans l'Exadata, jusque dans les cellules de stockage. Donc, ça rend vraiment les choses complexes. Plus le support de la multitude d'operating systems, enfin voilà. Tu l'as mentionné, chaque infra a ses particularités. Là, tu sais, tu parlais de un truc qui fonctionne bien on-prem et tu as fait un test sur ADB qui est sur OCI encrypté et tu vois, il y avait un petit glitch. Exadata aussi, à quelque part, faut comprendre que c'est une infra qui est particulière. Là, tu sais, c'est une infra qui sort un petit peu, qui est différente un petit peu des autres. Donc, en plus de la complexité de fonctionner à travers les différents moteurs, il faut que tu t'assures que ça fonctionne à travers les différents infras aussi. En sachant on développe sur Exadata, donc ça c'est un peu plus facile, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est aussi une stratégie, hein, donc et qui fait que enfin, ça se voit sur les sorties par OS. C'est toujours sur Linux parce qu'on développe dessus, sur Exadata aussi, etc., etc. J'imagine que vous avez un certain backlog de features qui vont sortir dans les prochaines releases. Ça doit être quand même assez important ou impressionnant de voir ce backlog-là de trucs que vous avez pensé, que vous avez clairement pas le temps, mais que vous C'est clair. savez que c'est des choses qui s'en C'est viennent. extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant de se dire oui. Alors, c'est un excellent sujet parce qu'en fait, donc oui, la backlog elle existe, hein. Oui, il y a encore, on a une base interne de features et effectivement, on peut remonter très très loin. Il y a encore des features qui ont été pensées il y a 25-30 ans qui sont pas implémentées, hein, faut se le dire. Mm. Et par contre aussi, le focus aujourd'hui, là où on va se mettre, c'est vraiment sur stabilité. Énormément d'efforts là-dessus et faire en sorte que les fonctionnalités soient beaucoup plus simples à utiliser.
qu'elle soit plus intuitive, travaille sur la documentation, travaille sur pas forcément se dire. Parce que c'est toujours comme ça, là, les développeurs, ils adorent travailler sur des nouveaux trucs. Mais sauf que voilà, on a quand même une certaine base installée et qui nous fait dire, voilà, on peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Même si, et ça c'est pareil, c'est peut-être aussi une différence où on n'hésite pas à relever des défis, des challenges complètement délirants, comme je me souviens l'arrivée du sharding par exemple. On a ce moteur qui a l'air d'être un gros monolithe et puis là on va commencer à faire à le géodistribuer, il va falloir que ça marche. Et j'ai envie de dire, ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, on a aussi, au sein de la communauté PM et développeurs, des personnes qui viennent de tous les horizons et qui travaillent notamment, donc pas que sur le moteur relationnel, mais qui ont travaillé sur des moteurs, la base de données NoSQL, par exemple, ou TimesTen. Et ça, faut pas l'oublier parce que ça fait aussi une autre richesse et ça nous fait aussi voir d'autres aspects. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Par exemple, une petite anecdote comme ça, si vous avez regardé un petit peu ce qui se passe sur HeatWave côté MySQL, ce moteur analytique en fait qui ressemble énormément à de l'in-memory mais qui a sa propre infra, une sorte de son propre cluster. C'était un projet que je suivais en interne depuis 2016 au moins, qui était issu de l'entité Oracle Labs. Donc eux, ils sont à des années, enfin ils sont à 5-10 ans en avance de phase, j'ai envie de Ouais, dire. ouais, On leur doit la GraalVM, on leur ouais, c'est doit ça. PGX, le Parallel Graph Analytics, on leur doit plein de trucs côté sécurité, blockchain et compagnie. Et, euh, et je me souviens que ce projet-là, en fait, c'était vraiment de créer des puces qui exécutaient du code dédié database. Et initialement, c'était côté Oracle. Ça aurait dû sortir pour Oracle. Sauf qu'entre 2016 et le moment où c'est sorti, donc il y a peut-être 2 ans, 3 ans, on a eu en fait l'évolution d'Exadata et de la partie de memory. Et qu'en fait, quand on regardait les investissements, en fait, le projet était devenu inutile quelque part. Et donc c'est pour ça qu'il a été repris peu de temps après pour MySQL et avec tous les bénéfices qu'on lui voit. C'est des sujets qui sont passionnants et enfin surtout quand on adore le développement, l'engineering et voilà, on voit des choses monstrueuses. Et Ouais, il y a plein de choses encore qui arrivent. on imagine bien. Et du coup, tant qu'on parle d'innovation, parce que dans cette dernière version de la base 23i, on en a un certain nombre. Je sais pas si tu veux nous parler de quelques features sans faire le catalogue des 300, comme on voit régulièrement, où on a des sessions en 60 Ouais, minutes, voire les 300, qui les sont 300 juste nouvelles. impossibles. Et qui sont juste difficiles à suivre. Parfois, même quand on est au courant, ça Ouais. devient difficile, le cerveau ne suit plus. Mais je ne sais pas si tu as envie de nous parler de quelques-unes que tu aimes Alors, particulièrement ou que. Alors, forcément, il y a celles qui sont un peu avant-gardistes. Il y a celles, voilà, AI Vector Search, forcément, ça fait parler. Il y a un sujet, et je pense que tout le monde est beaucoup plus au courant que d'autres features. On a mis en avant aussi tout ce qui était JSON Duality Views, Mhm. pour de bonnes raisons, je trouve. Pas forcément celles dont on entend parler. Par exemple, moi, j'essaie de convaincre un peu mes collègues d'arrêter de dire, oui, JSON Duality Views, ça va remplacer les ORM. Non, ça va juste Mhm. être un outil supplémentaire Mhm. que les ORM pourront peut-être utiliser pour le coup. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, nous on travaille, notre équipe travaille énormément avec des développeurs chez Hibernate et d'autres frameworks comme ça, mais non, jamais de la vie. Par contre, de pouvoir avoir cette capacité-là à cheval, sans dupliquer les données, etc. Oui, il y a énormément de cas d'usage hyper intéressants, vraiment pour retirer de la complexité. Et c'est là où moi j'adore cette fonctionnalité-là, c'est que elle a l'air complexe. En tout cas, il y a un certain palier pour comprendre en fait, parce que c'est pas forcément toujours voilà, facile de se dire bah tiens c'est quoi la différence entre une JSON Duality View et puis une table avec une colonne JSON. Il y a des cas d'usage. Moi, ce que j'adore, c'est de se dire quand j'ai un modèle relationnel derrière, je peux utiliser n'importe quelle feature. Donc, je peux faire du data redaction, je peux faire du label security, je peux faire des choses comme ça qui n'existent pas dans le monde JSON, pas nécessairement. Mhm. Et donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante et puis qui permet aussi de faciliter des migrations depuis MongoDB par exemple ou d'autres data stores avec du JSON et de se dire
Bah, soit je migre tout sur des collections JSON, soit je migre tout sur des duality views où derrière il y a un modèle relationnel, soit je peux faire un mix des deux aussi. C'est cette souplesse en fait qui va vraiment être intéressante. Voilà, il y a des cas de figure ou des duality views parce que ce sont des tables derrière, et bien je vais pouvoir faire de l'analytique ou du reporting, du batch extrêmement efficacement quoi. Avec de l'offloading sur la data, enfin il y a plein de choses comme ça. Non, la dernière fonctionnalité que j'ai découverte, c'était au début d'année, et je l'avais pas vu venir du tout pour le coup. Moi j'ai un principe en fait depuis que j'applique depuis BNP, c'est que dès qu'il y a une nouvelle version de la base Oracle qui arrive, c'est je prends le New Features Guide et je le lis du début à la fin. Donc maintenant, on a mis les nouvelles sections par release update, donc c'est un peu plus facile. Mhm. Donc je crois que c'était la 23.6, j'ai découvert les sessionless transactions. Mhm. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Par contre, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est de pouvoir découpler la session de la transaction. Ok. Et ça permet quoi? Ça permet de se dire, ben, je me connecte à une base, donc j'ai une session, je commence une transaction, et puis je me déconnecte. J'ai pas fait de rollback, j'ai pas fait de commit, et puis je me reconnecte, puis je me réattribue cette transaction et je la continue. Et du coup, ça peut faire en fait, des moyens de, on pense par exemple tout ce qui est appel REST, de faire des espèces de conversations comme ça et d'avoir toujours cette acidité qui est à disposition. En fait. Donc ça c'était la première découverte. Et puis après, je me suis dit, ça pourrait être hyper intéressant si en fait la transaction, je pouvais la réouvrir, mais par deux sessions en même temps plus tard. Et du Mhm. coup, d'avoir deux sessions, alors avec toujours les principes de locking, hein, mais d'avoir ce contexte transactionnel en fait qui se balade entre deux sessions, entre n sessions, et que je peux interrompre, reprendre quand je veux, avec des time-out, etc. Et donc, bah, il y a des choses qui ont été implémentées, pas tout, parce il y a plein, enfin, ça pose un vrai paradigme qui change hein, aujourd'hui, Oui, enfin c'est depuis. ça. Tout à fait. Et voilà, donc ça arrive en 23.6. On a un logiciel qui gère les transactions utilisées pour les microservices, mais qui va implémenter ça. Et donc il y a des moteurs en fait transactionnels qui peuvent l'utiliser. Hein, je parle de moteurs style comme on voit dans le côté mainframe ou ça c'était une feature où voilà c'était une grosse nouveauté. J'essaie de voir un contexte, un use case qui pourrait peut-être être intéressant pour ton sessionless. Tu sais, dans le domaine IoT, où tu as des devices qui communiquent de temps en temps et tout. Peut-être que ça pourrait être un contexte approprié pour ce feature-là. Mais comme tu l'as dit, il y a tellement de nouveaux features qu'on ne parle pas, qui sont là, mais qu'on ne parle pas et qu'on découvre plus tard et qu'on se dit, ah, avoir su avant. Mais Ouais, bon, tu vois, il y a tellement de choses et on peut pas tout couvrir. On peut pas être à l'affût de tout ce qui arrive dans toutes les nouvelles versions. Là. C'est impossible. c'est À moins impossible. de prendre le New Feature Guide et de le lire. Et de le faire Le- comme ça. Et Et voilà. plusieurs fois, j'ai envie de dire. Et de se dire, tiens, bah ça pourrait me servir là, ça. Et de pas le rentrer dans le détail, hein, juste de lire le titre, en fait. Ouais, ouais, tout Juste à de fait. lire le titre. Mais Vector Search, tu sais, je pense que oui, tu l'as mentionné, là, c'est selon moi le feature qu'on entend le plus parler. Et je pense qu'il y a des bonnes raisons aussi parce que c'est que le début, je pense, le début de ce qu'on peut voir dans tout ce qui tourne autour de Vector Search, de l'IA, entre autres, je pense que c'est juste le début, là. Alors, je sais plus si c'est il y a 1 an ou 2 ans où ça a commencé à sortir. Je crois que j'ai perdu la notion du temps de ces 2 dernières années, mais peu importe. Mais non, plus sérieusement, c'est une des fonctionnalités où il y a le plus d'investissement en termes de temps de développement aujourd'hui. Parce qu'elle, bah, déjà, il a fallu, se mettre à niveau, comme je disais, nouveau type de données. Donc, bah, il a fallu couvrir tout, support de RAC. Le gros morceau, ça a été le support d'Exadata. Et vraiment se dire, on a de la puissance. Il faut faire en sorte que sur du workload de ce type-là, hein, qui est très, très, très consommateur, autant faire en sorte que ça fonctionne très bien. Mes premiers tests, ça devait être à la rentrée dernière, montraient que, par exemple, AI Vector Search ne fonctionnait en mode RAC que sur un nœud pour l'indexation, ce qui est un peu dommage. Mhm. Donc, tout ça, ça a été corrigé. On a aussi les notions de, par exemple, là où on était limité au texte, là depuis, je crois, la 23.6 ou 7, on a rajouté les images. Cette capacité à aller chercher des modèles externes aussi, notamment sur OCI, c'est extrêmement intéressant. Là, aujourd'hui, on a quasiment
On va couvrir quasiment tous les modèles connus, que ce soit du Cohere, du Gemini, du OpenAI, accessibles en appel REST. Donc ouais, non, ça se développe. Pareil, on met vraiment, il y a des particularités, par exemple les vecteurs binaires pour représenter les nombres de manière beaucoup plus dense et donc gagner des perfs. Donc tout ça, ça se développe. Le dernier truc que j'ai pas encore regardé, pareil, manque de temps, c'était tout ce qui est hybride vector search. Donc c'est la jointure entre le AI vector search de base et les index full text. C'est-à-dire de pouvoir combiner, parce que c'est deux types de recherches complètement différentes, mais en les associant dans un seul et même objet, un index, ça donne lieu à des cas d'usage hyper intéressants. Hyper intéressants. Et non pas de vouloir se dire, voilà, faut mettre de l'IA partout. Alors là, loin de moi ce sujet-là, mais vraiment, quand ça fait du sens, oui. Oui. De se dire, bah, c'est encore une fois, c'est une nouvelle corde à mon arc, bah, je la prends. Et puis comme tu disais, par exemple, faire de la recherche d'images, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire dans tous les cas C'est ça, avec les features de base. C'est quelque chose qu'on rajoute qui était juste impossible. tout à fait, tout à fait. Ouais. Non, c'est extrêmement intéressant de se dire, on n'est pas limité, j'ai tel format de données, à partir du moment où il est un peu structuré, on devrait pouvoir s'en sortir. On devrait Et puis pouvoir on s'en peut sortir. combiner. Moi, ce que Et on j'aime peut aussi, c'est combiner. que sur le moteur Oracle, on peut combiner une recherche et une requête classique avec du vector search par-dessus. Et donc là, on amène une puissance parce qu'on est capable de cibler déjà un jeu de données plus réduit, par exemple, et ensuite de faire une recherche vectorielle dessus. J'adore cette approche où, à contrario d'autres, justement, où il faudrait extraire les données ou mettre des ETL un peu partout. Et ça existe, il y en a qui aiment. Hein. Moi, je me dis, bah, si mon moteur d'intégration, c'est le symbole égal dans une requête SQL pour faire une jointure, là, je dis, bah oui, ça sera toujours plus facile. Ben, tu sais, je pense que ce qu'on cherche aussi à la fin de la journée, c'est comment rendre des choses simples aussi, là. Donc, tu sais, comme tu disais, oui, on peut extraire, on peut emmener ça ailleurs, on peut le traiter différemment, mais si on a la possibilité d'avoir un truc simple, je pense qu'on va toujours opter pour la simplicité, là. Tu Mhm. sais, quand ça devient trop complexe, ben, tu as un souci de gestion, tu as un souci de maintenir toute cette infrastructure-là. Mais donc, tu sais, je pense que pour nous, ce qu'on aime, c'est comment on peut faire les choses le plus simplement possible et qui fonctionnent. Donc, Simple et intuitif, oui. Ouais. Mhm. ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a une feature dont on n'a pas parlé enfin on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la partie innovation, etc. avec Oracle Labs là, qui avait amené GraalVM, c'est la partie MLI avec le JavaScript maintenant. Dans le futur, pourquoi pas d'autres langages parce qu'on sait que Oh, GraalVM c'est... a cette capacité polyglotte et donc on peut espérer avoir d'autres Oui, le langages qui Python, risquent de voilà. c'est Alors dans le pipeline. c'est un secret C'est un secret de Polichinelle, ouais comme on franchement, dit C'est hein, mais dans bon la liste. on sait que ça va forcément. arriver, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant parce que bah, ça permet de faire des choses qu'on est moins capable de faire en PLSQL et donc sur des applications de gagner un temps en développement qui est incroyable. C'est encore quelque chose qui amène, je trouve comment on dit, une certaine ouverture de la part d'Oracle d'amener des technologies qui sont pas natives Oracle, qui sont pas un langage, qu'ils auraient pu dire bah non, faut tout faire en PLSQL. Et je trouve que l'intelligence, c'est de se dire, bah non, c'est quoi les langages numéro un actuellement? Ok, c'est le JavaScript. Bah, en fait, on va faire en sorte que tu puisses l'exécuter dans la base au plus près de tes données. Et ça, enfin, pour moi, c'est un pari intelligent. J'aimerais ça pour les gens qui sont avec nous, qui connaissent peut-être un peu moins MLI. Est-ce qu'on peut peut-être élaborer un petit peu sur... MLI, c'est Multilingual Engine. Donc, c'est un moteur multilangage de programmation, en fait. Je sais que les premières discussions ont dû avoir lieu en 2017 ou 2018. Et à l'époque, c'est vrai que bah, quand on regardait en fait les langages interprétés qui étaient les plus populaires pour les développeurs, les étudiants, c'était vraiment JavaScript. Il y a une petite transition maintenant avec le Python, plus côté data science, et puis avec forcément l'arrivée de l'IA. Et à l'époque, on se disait effectivement, oui, bah, le PSQL, ça en rebute plus d'un. Personnellement, je ne vois pas pourquoi. Euh, voilà, faut juste avoir un petit livre sympa et les bons outils. Là, je l'accorde et ça s'améliore. Mais côté langage objet, c'est vrai que ce qu'on a tout de suite vu, c'est de se dire, euh, ben en fait, on pourrait faciliter les développeurs pour
sans qu'ils quittent leur langage de prédilection, leur langage de programmation de prédilection, puissent continuer cependant à exploiter les données de la base et ce de manière assez rapide. Je fais juste une aparté sur l'aspect procédure stockée, où il y a toujours cette discussion, on va dire, dogmatique des architectes, où il faut tout découpler, ou alors le PLSQL, c'est un langage hyper propriétaire, etc., etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, non pas parce que je suis sur Oracle, mais parce que j'ai vu l'autre pendant étant côté client, de se dire, mais si on n'exploite pas le moteur pour lequel on paye quoi que ce soit, des licences du support, de l'infra, etc., mais en fait, on s'est juste trompé de bataille, quoi. C'est comme si on me disait, ah non, si je commence maintenant à m'habituer à ma voiture et au fait que je sais pas, il y a une super fonctionnalité qui, par exemple, me chauffe les sièges pour l'hiver, je vais trop m'habituer, je pourrais pas en changer. Et je vais pas l'utiliser du coup. Et là, c'est pas que c'est frustrant, mais je me dis, mais c'est complètement du n'importe quoi parce qu'il y a des cas d'usage très concrets où ça fait toute la différence, ou d'avoir une procédure stockée, qu'elle soit écrite dans n'importe quel langage. Après, ça c'est juste une facilité, j'ai envie de dire. Mais de se dire, voilà, je peux rapprocher les traitements de la base de données et puis éviter de faire transiter tout ça sur le réseau, comme on le voit trop souvent. Bah ouais, ça peut faire du sens. Apex, pareil, c'est un cas d'usage pour tout ce qui est procédure stockée qui est évident. Et le fait de rajouter MLI, bah, on se dit, c'est une ouverture sur, par exemple, tout ce qui est réutilisation de librairies, de modules JavaScript. On pense à la même chose côté Python, forcément. Mais on pense aussi à toute l'intégration. Voilà, là, dernièrement, il y a des modules spéciaux MLI qui sont rajoutés au fur et à mesure. Donc là, ça a été toute la partie, Martin en parlerait beaucoup mieux que moi, mais de fetch, mais aussi de discussion en fait d'interopérabilité avec le PLSQL. Donc Ouais, depuis entre les types. JavaScript, Ouais. voilà, les types, Mhm. utiliser les fonctions, les packages PLSQL, et de se dire bah, peut-être que demain on pourra combiner dans une procédure stockée qu'on appellera depuis un select des morceaux qui viennent de modules JavaScript, mais aussi peut-être des librairies Python. Et puis ça fera un travail, ben, tout simplement, bon, c'est juste un peu de glue, mais voilà, j'ai pas à réimplémenter des choses. Bah, l'encodage en base 64, c'est sympa, mais bon, il y en a qui l'ont fait et on a juste à l'utiliser. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est sympa à voir. Et ensuite, euh, c'est toujours là où c'est toujours en deux étapes, j'ai envie de dire, c'est l'intégration de tout ça. Donc, on a maintenant une GraalVM qui tourne dans une base Oracle. Il y a toute la partie OJVM qui n'est pas encore finalisée, qu'on aimerait bien voir disparaître pour plein de raisons, mais pour l'instant, ça cohabite. Les procédures stockées en Java ne tournent pas sur la GraalVM, pas Mhm. encore. Mais par contre, là où ça va commencer à devenir très intéressant, c'est sur tout ce qui arrive par la suite. Et là, par exemple, je peux vous donner juste un cas d'usage où là, on teste par exemple, mais qu'est-ce qui se passe si je remplace des opérateurs, hein, des fonctions classiques, hein, SQL, avec des implémentations GraalVM. Ben, on a des très très bonnes surprises parfois, En termes de performance, tu veux dire ou en termes de performance. Ok. Et donc, voilà, c'est toujours en plusieurs bandes, j'ai envie de dire. Et donc là, je vous ai parlé de la deuxième bande. Il y en a une troisième. Voilà. Donc, ça s'arrête jamais. Ouais, l'innovation est là. Et plus on utilise, plus ça devient mature, en fait, comme technologie. Ça prend du temps, malheureusement. Mais plus ensuite, les cas d'usage et l'exploitation, tout ça, Non, puis plus ça on devient l'utilise, intéressant. plus que nous aussi, on l'utilise et qu'on Bah vous oui. ramène aussi des situations. Tu Ah sais, ben, on parlait de la communauté puis de la communication. Tu sais, je pense qu'on a aussi nos devoirs. Tu sais, de notre côté à nous aussi, je pense que c'est important de ramener des situations ou des améliorations qu'on peut voir. Là, tu sais, je pense que c'est de notre rôle aussi. J'ai bien aimé ton exemple de banc de voiture chauffant. Moi, je m'en passerai pas ici à Montréal. Donc, ou un peu moins, mais oui, c'est ouais, non, sympa je m'en l'hiver. fais pas, c'est moins nécessaire. Tu parlais un petit peu, Loïc, que tu es arrivé chez Oracle en 2012. Tu disais ça un petit peu avant et c'était un petit peu, ben, c'était avant l'arrivée du Gen version 1 de chez Oracle, donc la première version du Cloud Oracle, et qu'on peut mettre de côté parce que je pense qu'on n'en parle plus et on n'en parlera plus jamais et c'est terminé. Mais
Ta collaboration avec les PM du côté OCI, parce que bon, tu es clairement BD, mais tu as aussi à travailler avec les PM du côté OCI. Tu parlais de la manière dont vous utilisez les différents modèles IA sur OCI et tout ça. Donc, j'imagine aussi que vous travaillez sur des intégrations avec des services cloud OCI Tout et à fait, que oui. vous collaborez beaucoup avec les PM OCI. Oui, j'ai envie de dire, c'est une obligation aujourd'hui qu'on a. Et moi, je suis toujours surpris en fait par la vélocité en fait qu'on a réussi à prendre avec le moteur Autonomous, avec des releases tous les mois. Et oui, l'intégration dans le cloud, c'est quelque chose qu'on se doit de faire, de mettre en œuvre et encore une fois pour faciliter l'implémentation, la migration d'applications sur le cloud et de se dire bon bah peut-être que des fois il y a des cas d'usage qu'il faudrait peut-être creuser. Et là dernièrement c'est tout ce qui est multi-cloud Mhm. où là c'est vraiment encore un pas supplémentaire sur la facilité à pouvoir exploiter des bases Oracle, mais non plus dans un cloud OCI complet, j'ai envie de dire, mais plutôt avec un portail, par exemple Azure ou AWS ou dernièrement Google. Et tout ça, c'est encore une fois, on le fait pas par plaisir, mais on le fait parce qu'on a des clients qui nous le demandent. Parce qu'il y a des vrais besoins, parce qu'il y a des sujets de coûts, hein, mais aussi eh bien où sont stockées mes données, ou alors est-ce qu'elles sont sécurisées le mieux, ou alors de la performance. Et ça, c'est vraiment un vrai travail qu'on se doit de faire. Le sujet d'intégration, par exemple, auquel moi je fais face actuellement, c'est tout ce qui est aussi à des SDK. D'accord, donc on peut exploiter les API en REST pur si on veut. Je l'ai fait pendant un temps, bon, c'est sympa. Mais là, moi, je travaille essentiellement aujourd'hui avec le SDK pour PLSQL et il facilite énormément la vie. Et il permet d'avoir des cas d'usage, par exemple, qu'on s'attendrait pas nécessairement à voir, mais qui peuvent faire du sens. Hein, tout simplement, par exemple, utiliser les services d'IA et pas que pour faire du LLM ou autre. Hein. Il y en avait un que j'avais utilisé il y a quelques années, l'analyse de sentiments ou la traduction de Mhm. texte, tout simple. Et ça marche très bien depuis une procédure stockée en PL. Ouais, parce que Donc Louis, oui, de, de ton côté, à toi, lorsque tu veux utiliser des services IA sur étagère du côté OCI, tu appelles directement les API. Hein. C'est la manière que tu fonctionnes aujourd'hui. Ouais, la plupart du temps, c'est vrai que c'est ce que je fais. J'ai rarement utilisé le SDK en PLSQL, mais c'est une très bonne piste, Loïc, effectivement. C'est vrai que par habitude, on a plus l'habitude de créer la source de données REST et de l'appeler directement depuis Apex notamment, mais effectivement, le PL fait du sens dans ce cas-là. Et comment ça fonctionne derrière? Parce que j'imagine que ça traduit ça vers un appel à un moment ou à un autre. C'est juste oui, un wrapper. c'est un wrapper. Hein. Ok. C'est un wrapper, mais c'est comme les SDK. Il y a le SDK pour Java, pour Mhm, JavaScript, Python. En fait, il va gérer certaines choses. Par exemple, je sais que les codes erreurs vont être plutôt orientés PL, qu'il y a tout un tas de tous les payloads en fait en JSON vont avoir leur propre typage statique PLSQL, et donc on va avoir ce contrôle. Et c'est pas que du texte, mhm. mais c'est vraiment c'est un champ. Là, ça doit être un nombre. Puis t'as pas à reparser à chaque fois Il y en a la pas à réponse du reparser. service, à découvrir, à te dire ah ben oui c'est tel attribut à tel endroit. Ok, Exactement, non non mais oui, exactement. c'est Clairement, évident. juste la gestion du payload en retour, Mhm. j'imagine grandement facilité, là, ça, c'est sûr, avec ce wrap. Tout à fait. Et il y a même la gestion d'erreurs, hein, c'est intégré. Il y a un truc un peu particulier. Alors, ça peut rebuter, ça dépend. Enfin, c'est que par exemple, pour utiliser un type, en fait, il va falloir avoir un grand explicite. Ok. Donc, on peut sécuriser absolument tous les aspects. Tous les APRS sont pas open bar. Mhm. Mais par exemple, si je veux me concentrer juste, là, par exemple, sur lister quelles sont les connexions des VTools dans un tenant, Mhm. je peux le faire, mais que lister, pas en créer, Ok. pas en faire de delete, pas les utiliser. Il y a plein de trucs comme ça à voir. Ok.
La doc est améliorée, on le sait. C'est le bonus type de cet épisode de regarder le SDK en PLSQL pour gérer tous ces services-là. Clairement. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous êtes confronté, par exemple, à des difficultés aujourd'hui en termes de développement? S'il y avait des retours à faire, en profiter pour le coup. C'est sûr que je me retourne plus vers Louis. C'est lui notre développeur ici, là, mais oui, je suis persuadé que Louis, tu peux réfléchir à quelques situations que tu aimerais peut-être ramener vers lui. Des difficultés, ouais, je dirais pas des difficultés parce que des difficultés, on en a tous les jours et c'est principalement le lot du métier, je dirais, d'avoir des difficultés et de résoudre les problèmes. C'est un peu ce qui fait pourquoi est-ce qu'on fait ça tous les jours et finalement ce qui nous intéresse parce que on en parlait, hein, d'être curieux, de se documenter, de rechercher tout le temps, ça fait partie. Moi, j'ai pas de problème particulier. Il y a un problème qui est récurrent et là c'est plus, mais c'est à moitié, je dirais à moitié peut-être. Base, à moitié Apex, à moitié cloud, c'est un problème récurrent qu'on rencontre dans la communauté, c'est le patching des instances Autonomous Database au niveau d'Apex. Et c'est vrai que Je suis d'accord. J'ai rencontré aussi ça. c'est une question qu'on se pose Et régulièrement dans la communauté, c'est pourquoi est-ce qu'on est je, aussi mal loti je te en termes dirais, de Louis, que patching. je te dirais qu'on a trois mains levées ici, mais on a une majorité de clients aussi qui seraient prêts à lever leurs mains. Tu vois, juste pour faire un petit retour là-dessus, pour nous, Loïc, c'est un truc qui est hyper intéressant de pouvoir avoir des environnements qui sont le plus à jour possible au niveau de la BD, bien sûr, au niveau d'Apex aussi, parce que ça permet d'avoir un niveau de version le plus élevé possible. Donc, conceptuellement, c'est une très bonne idée. Mais la mettre en pratique, c'est un peu plus compliqué. Et oui, même pendant l'appel du Global Leaders, là, quelque temps, c'est un sujet qu'on a emmené parce que oui, ça reste un petit peu à raffiner. Donc, la stratégie, la marche à suivre, on comprend tous l'idée, on est tous d'accord avec l'idée. Par contre, la mise en place est encore à travailler et à raffiner. C'est déjà mieux qu'au tout début, mais tu sais, je pense que c'est important. Puis ça, c'est un échange qui est intéressant parce que oui, c'est avec nos expériences à nous sur le terrain qu'on est en mesure de pouvoir vous apporter ça et des idées pour améliorer ce processus-là. Non, non, je suis complètement d'accord. J'ai eu le cas de figure il y a quelques mois lorsque la 24.2 est arrivée. Comme j'avais une application qui ne fonctionnait plus, ça m'a amené à regarder en fait ce qui se passait. Et j'avais effectivement deux versions. En fait, là où on est mal loti, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu plus général que ça, c'est qu'on est, je pense, sur des. Et là, pour le coup, enfin, ça reste compliqué parce que on est sur des time zones, par exemple, qui pour les États-Unis peuvent être assimilées à la nuit. Mhm. Et il peut y avoir en fait des tâches de maintenance qui s'activent la nuit, mais pour nous, c'est le jour. Et là, vous me parlez d'Apex, et moi, je pourrais parler d'ORDS aussi, même combat. Ouais. Et je trouve effectivement qu'il y a on a de l'amélioration à avoir. Et donc, la bonne nouvelle, en fait, j'ai envie de dire, c'est que, et ça, c'est vrai depuis qu'on fait du cloud, hein, c'est que autant, j'ai envie de dire, avant, on avait l'impression que Oracle, en fait, on créait du logiciel et puis, bah, en fait, on donnait ça aux clients et c'était eux qui débuguaient. Hein, on va résumer ça comme ça. Autant maintenant, c'est nous qui débuguons parce qu'on ne peut pas s'en passer, hein. Le nombre de systèmes en fait qu'on utilise nous-mêmes par exemple, en interne, hein, dans nos équipes, tout est sur Apex. Absolument tout est sur Apex. Par contre, c'est nous aussi qui devons l'opérer. Et donc, on se rend compte de tout ça. Donc, alors Yacine, il est au courant de ça. Chris Rice, il est au courant Oh, pour et- ORDS. Mais pour ORDS, finalement, c'est plus à jour. Sur les instances Autonomous, les patchs ORDS arrivent plus rapidement Oui, que les patchs Apex. l'équipe, enfin, c'est pas la même Je sais. vélocité et le release management, en fait. Ce n'est pas du tout pareil. Mais non, non, je prends le mot pour Apex parce que bah, moi, enfin, voilà, je travaille sur une nouvelle offre qui devrait voir le jour bientôt, qui est basée sur Apex et forcément, bah, qui est impactée par ce genre de choses, quoi. Mais bon, on apprend. Mais encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord ici, là. Pour nous, pour nos clients, c'est une fonctionnalité, la BD autonome et tous ces avantages qui sont incroyables.
Mais par contre, ça vient aussi avec des contraintes qu'on doit s'assurer de bien comprendre et que nos clients doivent aussi bien comprendre. Il y a des clients pour qui c'est pas un modèle qui va bien pour eux parce qu'ils ont des contraintes au niveau métier, qui ont des moratoires, exemple, à la fin de l'année, qui obligent d'avoir aucun changement, aucune mise à jour. Donc, tu vois, c'est des systèmes qui ne vont pas pour tout le monde, là, bien sûr, mais donc ça reste que pour nous, c'est hyper intéressant comme concept à présenter, à déployer, à maintenir. Et donc, on aime bien, mais bon, ça vient avec aussi un ajustement, c'est sûr. Il y a un autre point qui est un point très très pénible et on va pas se le cacher, c'est l'ouverture des services request, hein. À quand Ah un là là. nouveau portail avec Alors Apex par là, exemple? alors, comment vous dire? Euh, le support, on pourra en parler mais tout le temps. En fait, alors, expérience très récente, pareil. Moi, je suis, bon, après, je suis un peu privilégié, ça, je ne vous le cache pas. Je suis assez réfractaire à aller utiliser le support. J'aime bien me débrouiller. Bon, après, je travaille sur des aspects de développement, donc j'aime bien débrouiller un peu tout seul. Bon, pour le coup, comme je disais, moi j'ai un outil qui me permet de traquer les bugs en interne, qui est beaucoup plus, voilà, correspond plus au mode de fonctionnement. Je suis pas en train de dire qu'est-ce qui se passe, je suis en train de dire développeur, ça marche pas, j'ai besoin d'un fixe tout de suite. Donc, on n'est pas à la même enseigne. Cependant, dans le cloud, là oui. Et j'ai été agréablement surpris par la réactivité finalement du support côté cloud. Alors c'est pas sur tous les cas de figure, hein, là c'était pour le coup sur une panne d'ORDS. Mais en fait, avec ce chat et puis finalement, voilà, j'ai fait le pas, j'ai créé une USR il y a 2 semaines, je crois, et j'ai eu une réponse dans l'heure Sur le nouveau portail cloud, sur le nouveau portail cloud. qui est bien plus facile à utiliser que l'ancien pour tout le reste. Oui, on est d'accord. Et c'est pour ça que j'y vais à reculons. Mais là aussi, c'est des systèmes. Enfin, Mais bien sûr. je- enfin, imaginez la complexité à Mhm. avoir plusieurs portails qui adressent aussi les applications. Ça reste l'informatique, au final, ça reste compliqué. Ah oui, puis tu sais, pour vous, pour l'éditeur aussi, c'est un changement important aussi, ce passage-là vers le cloud, vers OCI et adapter la manière dont vous travailliez avant à ce nouveau modèle-là aussi, là, tu sais, puis être en mesure d'améliorer la manière dont les choses se passaient de votre côté à l'interne aussi, là. Et ça Oui, complètement, hein. s'adapter, là. Là, par exemple, dernièrement, il y a eu, alors, pas dernièrement, ça a été progressif, on va dire, il y a depuis 1 ou 2 ans maintenant. Et là, c'est devenu très, très, lorsqu'on veut accéder, par exemple, au VPN ou alors on veut accéder au SSO, c'est devenu très compliqué, hein. C'est du 2 voire 3 facteurs authentication partout. Je passe ma journée sur mon téléphone, à activer le Bluetooth, à dire oui, c'est bien moi, est-ce que tu peux me donner l'accès juste pour que je crée un bug? Donc oui, c'est des changements, c'est des paradigmes. La sécurité, elle est partout, partout, tout le temps là. Je vous cache pas que je reçois du phishing tout le temps sur ma Ah oui. boîte mail, que voilà. Donc en fait, bah il y a plein de mails auxquels je réponds pas, ou des fois que je reçois même pas. Hein, des fois j'ai des demandes comme ça. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas répondu? Parce que je l'ai pas eu. Je l'ai été filtré, voilà. Donc oui, non, non, la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui on est devenu, on travaille dans un monde qui malheureusement, voilà, je sais pas si on reviendra en arrière un jour, mais c'est fini, on n'est plus au pays des bisounours. Et voilà, faut être sécurisé, vraiment dire qui on est tout le temps. Et donc ça induit de la complexité dans les systèmes, y compris faire par exemple communiquer de systèmes entre eux. Donc là, je pense de portails entre eux. Mais bon, ça, on prend en considération tout ça. C'est juste que le temps, il est nécessaire. Donc Louis, je pense qu'on a eu très belle discussion aujourd'hui, hein. On a couvert des trucs super intéressants. J'aime le parcours de Loïc du début, sa curiosité, je pense qu'il revient tout le temps à ce qu'il fait aujourd'hui, qui utilise encore cette curiosité-là pour aller chercher plus loin, puis quoi faire pour, encore une fois, améliorer davantage notre travail à nous, en fait, là. Tu sais, là, il est là pour Au final. aider
notre manière à nous à développer des solutions. Là. Donc, merci beaucoup, Luc. De rien. Ton travail est hyper apprécié. Puis, je pense qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent encore sur des nouvelles fonctionnalités. Tu as abordé un petit peu le sujet sans trop en dire, mais on a hâte de voir ce qui arrive. Je commence à me mettre à Apex, pour le coup. Donc, Ça, c'est une bonne nouvelle. ouais, j'avais déjà essayé, mais voilà. Moi, je viens d'un monde, c'est assez dur en fait de mapper des paradigmes qu'on connaît, faire des appels REST, s'attendre à, je sais pas, manipuler le CSS nous-mêmes. Bon, donc voilà, je creuse et puis je sais à qui parler. Moi, ce que je retiens, c'est surtout qu'il y a une vraie volonté au niveau d'Oracle et on le voit sur tous les product managers maintenant qui sont assez ouverts. C'est facile de venir vers vous, c'est facile de vous contacter. Comme tu le disais, il faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut juste poser ces questions et offrir des cas concrets parce que vous êtes en mesure de faire changer les choses. Je pense que c'est le point clé, moi, que je retiendrai, c'est l'ouverture qu'il y a au niveau d'Oracle et au niveau du product management d'avoir des feedbacks d'utilisateurs et de pouvoir améliorer notre quotidien. Donc merci pour ça. Vraiment Loïc, merci d'être venu discuter avec nous. Merci à tous de nous écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires, nous dire si ça vous intéresse pas, si vous voulez voir ou écouter d'autres sujets. Voilà, et puis on revient très vite avec un nouvel épisode. À bientôt Loïc, merci À beaucoup bientôt. et à bientôt Luc. Merci, Louis. Merci, Luc. À la prochaine.